Merci, professeur Cerchiglini. Vraiment, merci, Bernard. Merci pour ces émissions incroyables sur TV5 Monde. Merci, professeur. Ça continue, ça va continuer sur TV5 Monde. On ne peut pas en dire plus parce qu'il va y avoir des annonces très importantes bientôt, faites par la présidente de TV5 Monde, Kim Younes. Mais on sait que ça va continuer. Merci, professeur. Patrick Simonin, oui, avec mon grand plaisir. Je n'en ai fait que 1800. Il y a de quoi faire encore. Et donc, cela va continuer avec des nouveautés, un nouveau décor. Oui, chut, faut pas en dire plus. Voilà. Mais quand vous dites j'en ai fait que 1800, c'est votre objectif, c'est de battre des chiffres et des lettres. Ah, je l'ai dit à la présidente de TV5. Les chiffres et les lettres, l'émission a duré 30 ans. La nôtre, depuis 18, dans 12 ans, nous les atteignons. C'est beau, hein, magnifique. Et la fidélité des téléspectateurs de TV5 Monde qui nous écoutent à travers le monde. Alors que ce soit évidemment sur les antennes, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, on vous voit, hein, Bernard. Et on raffole de vos explications. Mais écoutez, l'émission passe sur la chaîne, elle est reprise dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et avec, là aussi, je dois le dire, un grand succès, mais cela tient à la qualité de toute l'équipe qui fait l'émission, et aussi au sujet, la langue française. Oui. Ça montre qu'il y a une appétence pour la langue française. On va parler de votre livre, qui s'appelle « À qui la faute, ses collections et ses folios ». L'impossible mais nécessaire réforme de l'orthographe. Alors là, on va vous dire, Bernard, mais écoutez, l'orthographe, là, quand même, vous attaquez un truc, c'est pas très cool, l'orthographe, surtout aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous dites, il faut réformer tout ça, c'est ça ou pas? Oui. J'explique la contradiction qu'il y a entre cette orthographe qui est en grande partie cohérente, mais en très grande partie incohérente, aléatoire et absurde, et la passion que nous en avons. Même si le niveau baisse dans la pratique, nous n'aimons pas voir une faute d'orthographe, nous n'engageons pas quelqu'un qui n'a pas d'orthographe, nous respectons cette orthographe. Oui. Alors, ce livre nous dit, il faut réformer les réformateurs. Il faut... Oui, dont j'ai fait partie longtemps. Oui. Mais vous en avez fait partie pourtant. Hein. Oui, parce que j'ai, à la demande du Premier ministre français Michel Rocard, conduit une réforme en 1990 qui n'a pas été couronnée d'un très grand succès. Et depuis, je me suis demandé... C'est bien de le reconnaître, hein, bravo. Oui, bien sûr, naturellement. Et je faisais partie des réformateurs qui considéraient que l'orthographe pouvait être simplifiée aisément sur le modèle de la parole, un son, une lettre. Donc on faisait quoi alors dans votre réforme, par exemple, quelques exemples, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, supprimer le circonflexe sur I et U, dans la mesure où I et U, avec ou sans circonflexe, se prononcent de la même façon. C'est parfait ça, faisons-le, enfin Bernard. Ça ne sert à rien ces circonflexes. Mais ça n'a pas pris, Patrick, tout le monde écrit. Tout le monde a voulu garder les circonflexes, en fait on n'y arrive pas à réformer, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une image oculaire, le circonflexe nous l'aimons, c'est un accent de mémoire aussi, puisqu'il est là pour rappeler qu'il y avait un S devant L, latin insula, et donc c'est un monument le circonflexe. Et y toucher, c'est toucher à l'orthographe. Et donc, au pays et à notre identité. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas réformer l'orthographe. On va continuer de faire des fautes d'orthographe à toutes les phrases, quoi. C'est ça, hein? On ne peut pas, mais on doit. Donc, il faut commencer, je crois, par des années de pédagogie pour expliquer aux gens que l'orthographe, c'est un code qui a sa rigueur, qui a aussi son incohérence, qu'on peut le respecter sans le sacraliser, et que tous ensemble, on peut tomber d'accord pour supprimer les incohérences, ce qui ne sert à rien, comme l'X du pluriel dans chevaux et bijoux, ainsi de suite. Mais cela implique, ce que nous n'avons pas fait en 1990, un large consensus. Oui. Je dis dans le livre, 20 ou 30 ans de pédagogie avant. Oui. Non, mais alors, donc ça veut dire quoi? L'Académie française, c'est tout ça qu'il faut un peu dépoussiérer, il faut leur dire, allez... Mais Patrick, l'Académie française en 90 était favorable. Le paradoxe, c'est que tout le monde était autour de la table. L'Académie française, nos partenaires francophones, les conseils de la langue du Québec, de Belgique. Nous n'avions oublié qu'un intervenant. Oui. L'usager. Ah oui. L'usager qui aime l'orthographe, qu'il a acquise difficilement à l'école, dont il a une image oculaire et qui ne nous a pas suivis. Oui, alors regardez ça, j'ai trouvé ça dans le Canard enchaîné
Hein, c'est un article, quasiment la moitié de la page. Hein. Hommage au zéro de la dictée. À qui la faute, demande Merler Cerchiglini, constatant les difficultés à écrire le bon français. Le bon écrit évidemment entre guillemets. Voilà, magnifique article hein, sur ce bouquin. Le bon français, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un bon français, Bernard? On le croit. Hein, mais il y a une norme qui est changeante. Et en matière d'orthographe, c'est très clair. La norme, notre norme orthographique, elle date des années 1850, pas plus. Et elle a pu bouger puisque... Donc il y a eu des réformes à l'époque. Mais oui. Qu'à l'époque, on pouvait changer les choses. Le seul réformateur qui a connu du succès en France, c'est l'Académie française. Parce qu'elle a choisi au XVIIe siècle une orthographe trop difficile qu'elle a dû simplifier. Et donc, on a quelques réformes importantes. Par exemple, en 1835, l'Académie française a décidé d'écrire les imparfaits non plus OIS, mais AIS. Ça la change beaucoup, tous les passés dans un roman. Donc, on peut réformer. Mais il faut une autorité, celle de l'Académie, qui maintenant est un peu en débat avec d'autres autorités, le politique, la télévision. Il faut un consensus. Il faut aussi que nos images oculaires soient moins stables. En 1835, qui savait lire et écrire? Oui. Maintenant, tout le monde écrit. Pas forcément bien, hein. Pas forcément bien. Pour le coup, on en fait beaucoup. On a vu qu'on autorisait des maîtres d'école à faire des fautes d'orthographe parce que il y en a plus beaucoup de candidats qui ne font pas des fautes, donc on n'a pas le choix. Oui, l'orthographe n'est plus maîtrisée. Elle n'a jamais été beaucoup maîtrisée. Mais maintenant, tout le monde doit avoir une orthographe. Pendant longtemps, seuls quelques métiers impliquaient l'écriture. Tout le monde maintenant. Tout le monde doit lire des manuels et faire des fautes, en quelque sorte. Oui. Et cela se voit. Mais alors, là, ce bouquin, c'est comme une enquête. C'est extraordinaire. Vous mettez des institutions, des personnalités. Vous parlez de Jules Ferry, vous les mettez sur la sellette. Il y a une enquête. Bon, à la fin, vous dites, il y a les profs, il faut mettre... Il y a beaucoup de monde qui rentre en ligne de compte dans tout ça. Nous sommes tous coupables. C'est très voilà, c'est ça la conclusion. C'est Ce procès de l'orthographe, on est tous coupables. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'orthographe depuis plus de 30 ans, comme une universitaire, comme haut fonctionnaire, l'étude, la réforme. J'en suis arrivé à penser qu'il ne peut pas y avoir de discours simpliste sur l'orthographe. Les réformateurs ont tort de vouloir une orthographe phonétique. Les conservateurs rêvent d'un âge d'or qui n'a jamais existé. Tout le monde aime l'orthographe. Tout le monde a mis la main à sa complication, d'où mon enquête policière. Oui. Je passe en revue tous les suspects, les scribes du Moyen-Âge, l'Académie française, Jules Ferry, les réformateurs, et même Charlemagne, à la fin, le pauvre. Sacré Charlemagne. Hein. Mais vous dites, il faut faire admettre aux enseignants que l'orthographe française requiert par nécessité un soin et des savoirs dont on ne saurait malheureusement se passer, mais dont il est du devoir de l'État de rendre plus aisé l'apprentissage. Donc l'État est responsable. C'est trop compliqué, c'est pas bien fait pour apprendre l'orthographe. Mais certainement, je pense qu'il faut reprendre la pédagogie de l'orthographe, la désacraliser, donner des renseignements historiques. Beaucoup d'élèves devenus adultes pensent que l'orthographe est immuable depuis longtemps. Aussi insister sur la grande part rationnelle, logique, grammaticale de l'orthographe, les accords, et puis minorer les aberrations, les doubles consonnes, les x du pluriel. À la limite, ça ne me gêne pas qu'on trouve dans un texte bijou écrit avec un S. Oui, alors on va reprendre. Tiens, j'ai trop envie de ça tout à l'heure. À la fin de l'émission, vous allez me dire un peu quelques exemples de choses qu'il faudrait réformer tout de suite. Vous dites qu'il faut amener les académiciens à comprendre qu'une telle réforme sert le progrès de la langue. Il faut exhorter, et ça c'est important sur TV5 Monde de le dire, il faut exhorter les pays francophones qui, selon la formule consacrée, ont le français en partage et donc sa graphie, à concourir à ce progrès. Et ça, c'est pas gagné. Parce que c'est vrai que c'est une réforme, ça ne concerne pas que la France. Mais oui, parce que pour l'instant, jusqu'à la réforme de 1990, y compris, c'est la France qui pilotait la réforme. Même si en 90, nous avons travaillé avec nos amis francophones. Nous en avions l'initiative. Maintenant, l'horizon, il est vaste. Il faut que tous les personnes qui écrivent le français participent à sa réforme. Donc, les Sénégalais, les Québécois, les Belges, les Vietnamiens, c'est une réforme d'ensemble.
Ouais, bah, ça va pas être simple. Parce qu'alors, s'il y a des pays qui, souvent, pour qui la langue française est quand même quelque chose, c'est pas appeler québécois, c'est aller leur dire il faut réformer quelque chose qui est quand même fait partie de la culture. Oui, mais à l'époque, les Québécois étaient beaucoup plus avancés que nous. Par exemple, ils étaient pour la suppression totale du circonflexe en toutes circonstances. Il a fallu les modérer un peu parce que l'Académie française en France freinait. Vous voyez, il a fallu discuter. Donc, je crois que je plaisante à peine quand je dis que ça prendra 20 ou 30 ans. Il faut ça. Il faut être tous d'accord. Une pédagogie nouvelle de l'orthographe, une certaine désacralisation, qu'on accepte quelques fautes mineures au profit du respect absolu des accords. Un autre enseignement, peut-être plus de temps à l'école consacré au français. Je crois qu'à l'école, en France du moins, on fait beaucoup de choses, de la biologie, de l'astronomie. Dans les petites classes, à mon avis, il faut enseigner 3 choses. Le français, le français, le français. Ouais. Voilà. Commencez comme ça. Plaider pour votre chapelle, Bernard. Oui, bien sûr, naturellement. Mais c'est vrai que parfois, il y a quand même des mots, on va dire quelques exemples, des choses qui sont... tout le monde fait des fautes sur les mêmes mots. Enfin, du coup, on a l'impression que les gens ont presque réformé l'orthographe en faisant des fautes, au fond. Oui, d'ailleurs, les fautes sont toujours très intéressantes car elles vont du côté de la logique. Oui, mais il y a un truc qui n'est pas logique, on ne comprend rien. Non. Il jette, il complète, il appelle, il chancelle. Quand mettons E accent grave, LE, quand mettons 2 L, c'est incohérent, il n'y a pas de règle. Les verbes en app, apprendre, apercevoir, apparaître. Certains sont avec un P, d'autres 2, ainsi de suite. Quelqu'un s'écrit avec Q, chacun avec C. Pourquoi ? On n'en sait rien. Il y avait des types derrière qui ont décrété ça. Et que c'était pas un peu exprès pour faire les malins, non, pour donner des difficultés aux élèves, un peu non. Ah, bien sûr. D'ailleurs, l'Académie française de son propre aveu a choisi au XVIIe siècle, une orthographe élitiste, bien sûr, car l'orthographe, c'est une distinction sociale. Celui qui fait des fautes est considéré comme ignoble. Il y a une noblesse dans le goût pour le circonflexe. C'était vérifié que les enfants des classes populaires faisaient plus de fautes d'orthographe. C'était une manière de ségrégation aussi. Certainement. Considérer que l'orthographe était la norme. Et oui, et donc l'orthographe pour tous, c'est aussi une nécessité républicaine. Oui. En quelque sorte. Oui. L'école doit enseigner la maîtrise de la langue. Or, le français a une orthographe compliquée. Intrinsèquement, parce que le français est une langue compliquée. Le français connaît beaucoup d'équivoques, d'homonymes. Si je vous dis « elle chantait », elle chantait, singulier ou pluriel à l'oral, on n'en sait rien. Il faut à l'écrit choisir. Et si on choisit le pluriel, ajouter un S qu'on n'entend pas, un ENT qu'on n'entend pas. Donc anglais, il faut être grammairien pour écrire. Oui. En anglais, on l'entend. Elle chantait et on sait que c'est plusieurs. Bien sûr, naturellement. En italien, en espagnol, en turc, en finnois. Donc il y a une spécificité de la langue qui est sa noblesse, mais qui est sa complication. Oui, allez, je vous donne la chance de mettre 2-3 mots d'orthographe à la poubelle et on change. Qu'est-ce que vous changeriez, Bernard ? Alors, tout simplement, l'X du pluriel, qui ne sert à rien dans chevaux, dans je veux et dans bijoux. Il ne sert à rien, c'est une erreur. Au Moyen-Âge, on a pris une abréviation pour une marque du pluriel. On écrivait chevaux AUS. US a écrit X, donc on écrivait Chevax, comme Chevax était bizarre, on a remis un U. Donc cet X ne sert à rien. Oui. Donc s'il vous plaît, dès demain, on arrête. Tous ceux qui nous écoutent là, puisqu'il y a cheval et chevaux, pas la peine de mettre un X à chevaux, on a compris qu'il y en avait plusieurs. Mais forcément, puisque cheval comme pluriel chevaux, ça suffit. Oui. Mais dans je veux, dans je peux, dans bijoux, chou, caillou, et même dans ripou. Car vous voyez, Patrick, on a un tel goût de l'orthographe que quand on a inventé le mot ripou et qu'il a fallu l'écrire, on a mis un X. On a mis un X. Ah, c'est ça. Il faut appeler Claude Zidi qui avait fait ce film. Merci. Un beau film d'ailleurs. Bernard Cerchiglini, on a commencé là sur ce plateau en direct. Vous avez vécu quelque chose d'historique. Ça y est, l'orthographe vient d'être modifiée. On ne dira plus jamais pareil. Non. Et ça s'appelle « À qui la faute, l'impossible, mais nécessaire, réforme de l'orthographe ». C'est chez Folio et c'est un petit livre salué par toute la critique dans la collection Inédit. Et c'est inédit, c'est important de le dire. Voilà, ce livre-là, vous allez apprendre des choses. Comme sur Merci Professeur, qu'on va retrouver, mais on n'en dit pas plus, dans une formule explosive. Tout ça va être annoncé bientôt. Merci Bernard. Merci beaucoup Patrick.